Nous allons donc terminer cette conférence par un dernier dossier un peu différent des deux thèmes que nous avions vus jusqu'à présent, mais qui est extrêmement important parce qu'extrêmement fréquent en gastroentérologie. Ça représente globalement, on va dire, plus de 50% de mes consultations. Une femme de 50 ans, elle mesure 1,58 m, elle pèse 86 kg et elle consulte pour un syndrome douloureux abdominal. Alors, le poids, la taille, là, et donc elle a une obésité, on vous le dit. Ça, c'est important à noter parce qu'il faudra à un moment donné parler des règles hygiéno-diététiques, donc il faut se mettre ça dans un coin de la tête et ne pas l'oublier. Elle présente pour un syndrome douloureux abdominal existant depuis plus de 10 ans. Chronique. Prédominant au niveau de l'hypocondrie gauche et de la fosse iliaque gauche, accompagné de constipation, donc douleur abdominale, d'allure colique, chronique, avec un trouble du transit, 2 à 3 selles par semaine, de type constipation. Pas d'altération d'état général, ballonnement, quasi permanent. Donc syndrome dyspeptique. Aucun antécédent particulier du point de vue personnel, mais la maman de cette patiente a été opérée d'un cancer du côlon à 59 ans. Vous examinez cette patiente, petite sensibilité de la palpation du flanc gauche, le toucher rectal est sans anomalie. Elle vous apporte, comme très souvent ce type de patient, un volumineux dossier dans lequel vous allez repérer que 3 ans auparavant, elle a fait un transit œsogastroduodénal. Qu'est-ce que c'est un transit gastroduodénal? Un TOGD. C'est une radio qui consiste à faire avaler de la barite au patient et de voir l'œsophage, l'estomac. Et ça met en évidence une petite hernie hiatale. Elle a eu ensuite un lavement barité. Qu'est-ce que c'est un lavement barité? Ça consiste à injecter par l'anus de la barite, après préparation colique, et de voir l'intérieur du côlon et de rechercher des images de soustraction qui sont en faveur de la présence intraluminale de polypes ou des images d'addition qui sont en faveur de diverticules. Le lavement barité, pour être de bonne qualité, doit être fait systématiquement en double contraste parce qu'il permet, après l'injection de barite, d'injecter de l'air et de voir la mucographie. Et ça permet effectivement d'avoir un très bon examen morphologique, mais lorsqu'il est fait dans de très bonnes conditions, donc de double contraste et avec une excellente préparation, une excellente qualité. Et le fait que le lavement barité doive être fait en double contraste avec une préparation de très bonne qualité fait qu'il est actuellement plus jamais utilisé dans le bilan des polypes parce qu'il nécessite les mêmes inconvénients à peu près que la coloscopie. Il est douloureux, alors que la coloscopie, quand on l'a fait sous anesthésie, n'est pas douloureuse. Et puis surtout, c'est qu'il ne permet pas d'enlever les polypes lorsqu'on les trouve. Donc le lavement barité est à l'abandon. Donc ici, c'était un lavement barité. Il était fait sans double contraste, il était de médiocre qualité, et le problème, c'est qu'il retrouve une image polypoïde de l'angle gauche, tout à fait anxiogène. Elle a eu une échographie abdominopelvienne, 3 mois, retrouvant une lithiase vésiculaire de 3 cm de diamètre non visible sur la SP, donc non calcifiée. Enfin, elle a eu un bilan biologique qui est assez complet et qui est normal. Donc gros dossier, avec des éléments qui sont de très faible apport. Hormis le bilan biologique, tout le reste est de très faible apport. Quel diagnostic vous semble plus probable dans le contexte? Pourquoi? Vous avez tous compris qu'il s'agit d'une colopathie fonctionnelle. Alors, vous pouvez également utiliser le nom de syndrome de l'intestin irritable. Le nom de syndrome de l'intestin irritable est le nom plus international, ou le nom de troubles fonctionnels intestinaux, dit TFI. Pourquoi vous avez posé ce diagnostic? Pourquoi vous le retenez? Et je crois que ce diagnostic, c'est un diagnostic positif. Ce n'est pas un diagnostic d'élimination. Je vais revenir là-dessus. Eh bien parce que vous avez des critères de diagnostic qu'on appelle les critères de Rome qui sont strictement en faveur de ce diagnostic. Qu'est-ce que ce sont les critères de Rome? Ça veut dire, premièrement, que les troubles sont anciens et non évolutifs. Le deuxième élément, c'est l'absence d'orientation d'organicité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, pas d'organicité? C'est là où on commence à se piéger soi-même parce qu'on se dit, bah alors, s'il n'y a pas d'organicité, ça veut dire que c'est un diagnostic d'élimination. Il faut avoir éliminé
les éléments d'organicité. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce que il a été clairement démontré qu'il existait des facteurs prédictifs de l'organicité dans les pathologies coliques, et ces facteurs étaient au nombre de 3. Et c'était des facteurs cliniques. Le premier facteur, c'est un âge, oula, il y a une faute de frappe, supérieur à 50 ans. Deuxième facteur, c'est l'absence de rectoragie. Et troisième facteur, c'est l'absence de modification récente du transit. Quand vous avez un patient qui vient vous voir avec un syndrome de l'intestin irritable, des critères de Rome positifs, mais les troubles sont apparus après 50 ans, mais il vous décrit des rectoragies, mais il vous décrit une modification récente du transit, c'est-à-dire soit une constipation de novo, soit une diarrhée de novo, soit un changement d'une constipation d'une diarrhée ou inversement. Eh bien là, vous êtes hors critère de Rome, même si les autres sont présents. Vous devez évoquer systématiquement une organicité et faire des bilans complémentaires complets, et notamment discuter une coloscopie. Si vous ne les avez pas, eh bien, cette patiente, ça fait plus de 10 ans, donc elle avait moins de 50 ans quand les troubles sont arrivés, elle ne se plaint pas de rectoragie, il n'y a pas de modification récente du transit. Elle est face à l'absence d'orientation d'organicité. Alors vous noterez que dans ces critères, il n'y a pas l'altération d'état général, l'amaigrissement, l'anorexie, etc., qui sont des facteurs éventuellement qui doivent vous faire tilter, mais qui n'ont pas été retenus dans les études multivariées. Et puis, dans les critères de Rome, bien évidemment, vous devez avoir la présence au moins 3 mois par an, de douleurs, classiquement mal systématisées, étendues à tout l'abdomen, s'apparentant plutôt à un inconfort abdominal qu'à de véritables douleurs, mais quelquefois les douleurs sont importantes, voire syncopales. Ces douleurs sont toujours soulagées par la défécation et les gaz, et sont associées à des modifications des selles en termes de fréquence, de consistance et de présence éventuellement de mucus. Enfin, il existe très fréquemment des ballonnements, ce qui fait que globalement, dans les troubles fonctionnels intestinaux, on les différencie en troubles fonctionnels intestinaux douloureux purs, avec des douleurs parfois syncopales, des syndromes de troubles fonctionnels intestinaux avec constipation principale, ou de formes diarrhéiques, ou enfin les formes flatulentes avec les ballonnements en fonction de l'importance de ces différents éléments. Donc, ces critères de Rome qu'il faut connaître à mon sens vous permettent de poser le diagnostic et de rechercher ces éléments d'orientation d'organicité qui, s'ils sont présents, font que ce diagnostic doit être remis en cause. Sinon, c'est un diagnostic clinique. Et que pensez-vous des examens complémentaires réalisés jusqu'à présent chez cette patiente? Eh bien, ça veut dire globalement que nous n'avons pas de besoin d'examens complémentaires. Le diagnostic de colopathie fonctionnelle, c'est un diagnostic clinique d'interrogatoire et qu'il n'y a pas d'examen complémentaire utile, sauf en cas de signal d'alarme, H supérieur à 50 ans, rectoragie, modification récente du transit. Et à ce moment-là, les examens complémentaires que vous devez demander doivent être des examens complémentaires de haute rentabilité, c'est-à-dire une fibroscopie et non pas un TOGD. Pourquoi? Et le TOGD maintenant n'a plus d'indication, je pense que vous pouvez l'éliminer, il y a des indications rarissimes encore dans certaines pathologies fonctionnelles type achalasie du cardia, mais en dehors de ça, il n'a plus d'indication. C'est la fibroscopie œsogastrodénale chez un patient à jeun, depuis au moins 6 heures, prévenu, éventuellement prémédiqué, avec des biopsies. Pourquoi les biopsies? Pour rechercher l'Helicobacter pylori et surtout pour rechercher une atrophie ou un parasite duodénal pouvant expliquer les symptômes. Et puis le deuxième examen à demander, c'est une coloscopie et non un lavement baryté chez un patient préparé, prémédiqué, sous neuroleptanalgésie, qui va permettre un examen complet du côlon, des biopsies et d'éliminer une pathologie organique sous-jacente. Le lavement baryté est éliminé. Donc, les éléments, pour répondre plus spécifiquement à la question qui a été posée, c'est qu'est-ce que l'on pense des examens qu'elle a eus jusqu'à présent? C'est la faible rentabilité globale, ça ne nous permet rien d'apporter, que hormis le bilan biologique qui est rassurant et incontournable, eh bien, les autres examens nous semblaient globalement, 1, inutiles, et 2, anxiogènes. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils ont permis de découvrir? Ils ont permis de découvrir une hernie hiatale. La patiente ne sait pas ce que c'est, elle croit que c'est grave. Or, on sait que c'est juste un épiphénomène. 2,
Ça permet de retrouver un calcul. La patiente pense que c'est grave, alors qu'un calcul comme ça, non symptomatique, eh bien, j'ai envie de dire, ça se traite par le mépris. Enfin, on lui a découvert une image polypoïde sur un lavement baryté de mauvaise qualité, non en double contraste, avec une mauvaise préparation. C'est probablement des matières, mais que compte tenu de son antécédent familial, eh bien, on va vivre dans l'angoisse en se disant, c'est un polype, c'est une tumeur, il va falloir éliminer ça. Donc, je répète, devant un tableau de colopathie fonctionnelle, pas besoin d'examen complémentaire, examen clinique et d'interrogatoire. Et si on doit faire des examens complémentaires, ils doivent être axés sur les signes de gravité. Et ça doit être une fibroscopie, une coloscopie, un bilan biologique. Les autres examens sont inutiles et dans tous les cas ne sont que pourvoyeurs d'anxiété chez quelqu'un déjà très anxieux par une maladie chronique et souvent handicapante. Hein. La douleur de la colopathie est pénible. Quel risque peut être évoqué du fait de l'antécédent familial? Eh bien, chez tous les patients qui ont un antécédent du premier degré de cancer colique, notamment avant 60 ans, et on peut pousser un petit peu la marge jusqu'à 70, les patients doivent être considérés comme à risque élevé d'adénocarcinome colique. Je vous rappelle qu'il existe différents groupes à risque dans la population générale. Le premier groupe à risque, c'est le groupe à risque dit élevé, et ça représente 20% de la population. Le risque élevé, c'est antécédents familiaux de cancer colorectal ou d'adénome de plus de 1 cm avant 60 ans. C'est un antécédent personnel de cancer colorectal ou d'adénome de plus de 1 cm. Et c'est une pathologie à risque de plus de 10 ans d'inflammation, de plus de 10 ans d'évolution, à savoir une rectocolite ou une maladie de Crohn. À côté de ces patients à risque élevé, vous avez les patients à risque très élevé, et globalement, c'est la polypose, la chaîne PCC, avec des risques supérieurs à 20%, mais extrêmement rares, 2 à 5% de la population. Puis, chez ces patients, à risque élevé et très élevé, vous devez faire un dépistage systématiquement par coloscopie. À côté de ces patients à risque élevé et très élevé, vous avez des patients à risque moyen. Qu'est-ce que c'est le risque moyen? Ce sont des patients asymptomatiques de 50 à 74 ans, dont le risque est estimé à 3,5% de faire un cancer du côlon, donc c'est déjà très important, et c'est 75% des patients qui sont dans ce cas de figure. Chez ces patients, le mode de prévention, c'est l'hémoculte, qui devra être fait à partir de 50 ans, tous les 2 ans, pour rechercher du sang dans les selles, de l'hème, et donc de proposer une coloscopie dans un deuxième temps. Quel examen vous paraît indispensable à pratiquer ici? Que peut-on attendre? Comme je vous l'ai dit, c'est une coloscopie totale, et je me permets donc de vous rappeler que la coloscopie totale se fait sous anesthésie générale, après une préparation soigneuse qui est un régime sans résidus, classiquement de 3 jours, et une préparation colique adaptée qui fait appel soit à du polyéthylène glycol, classiquement 4 litres la veille, soit à du NAP, qui peut être donné en comprimé ou en petit flacon, plus facile à prendre. Elle est indiquée ici parce que nous sommes face à une patiente qui a plus de 50 ans, donc c'est un facteur d'organicité devant les TFI, quoique les TRE l'avaient débuté bien avant le 50e anniversaire. Deuxièmement, qu'il y a une nécessité d'un examen personnalisé de dépistage, car compte tenu de ses antécédents familiaux avant 60 ans, elle fait partie des patients à risque élevé. Et puis enfin, c'est que même s'il n'y avait pas eu ça, ici, nous avons un doute sur le lavement baryté et qu'il faudra bien prouver que cette image polypoïde ne correspond à rien. Quel est le résultat attendu? Eh bien, je dirais que j'attends que cette coloscopie soit normale ou faible anomalie comme une diverticulose, une mélanose, parce que dans 90% des cas, ce sera ce résultat. Mais dans 10% des cas, on peut retrouver un polype et on ne peut pas prévoir quel est le stade de ce polype, et donc il va falloir en proposer l'ablation dans le même temps, et c'est pour ça que la coloscopie reste l'examen de dépistage fondamental et incontournable dans le cancer du côlon, car c'est le seul à permettre de faire un diagnostic d'une très haute sensibilité, d'une très haute spécificité, par la possibilité des biopsies, et de faire également un geste thérapeutique d'ablation du polype.
Quel traitement proposez-vous devant ces troubles fonctionnels intestinaux? Alors, le traitement des troubles fonctionnels intestinaux fait appel à un certain nombre de mots-clés qui doivent véritablement apparaître dans votre réponse et vous devez les connaître. Premier élément, prise en charge psychologique. Deuxième élément, éducation. Ça veut dire qu'il faut dédramatiser le problème, expliquer les troubles, en expliquer la fréquence, la bénignité, le fait de bien différencier lorsque vous parlez avec votre patient de ce qui correspond à la gravité de la maladie éventuelle et de ce qui correspond à la gêne symptomatique occasionnée par cette maladie. Les règles diététiques, alors ça c'est fondamental. Repas à heure fixe, fibres courtes de type crudité, longues de type céréalière, apport progressif de 30 grammes de son par jour par palier de 5 grammes tous les 5 à 10 jours, sous la forme de pain, galettes, all brains. Cette technique est une bonne technique chez les patients qui sont un peu constipés, chez les patients douloureux, un peu moins bien chez les patients diarrhéiques ou flatulents. Boisson abondante et pratique du sport c'est souvent en ayant de bons abdominaux, en ayant une pratique du sport et en s'hydratant bien, que l'on va bien à la selle et que l'on a moins de symptômes douloureux et flatulents. Hygiène défécatoire. Hygiène défécatoire, ça veut dire qu'il faut apprendre aux patients en les interrogeant, en leur expliquant, et ça peut se faire de façon très sympathique et très rigolote, comment on doit aller à la selle tous les jours, ou du moins quand on en a besoin. Expliquer qu'il y a de grandes variations interindividuelles entre le rythme, la consistance des selles, et qu'il ne faut pas essayer de rentrer dans un moule d'une selle quotidienne, etc., et que chacun aura son rythme dans la vie, mais qu'il faut y aller quand on en ressent le besoin, et notamment les femmes ont tendance à passer ce cap et à ne pas y aller. L'aide pharmacologique doit être limitée aux antispasmodiques à la demande. Les traitements de fond ne servent à rien. Ils augmentent le coût de la prise en charge de cette maladie et ça ne marche pas. Donc les antispasmodiques doivent être utilisés à la demande. Par contre, il est souvent important, notamment chez les constipés, de donner un laxatif de l'Est, comme du polyéthylène glycol, le Forlax, le Macrogol, ou des éléments plus hydratants, comme le Spagulax, utiliser éventuellement les dérivés d'huile de paraffine lorsqu'il y a des sels surdigérés et difficiles au passage, mais il faut exclure totalement les laxatifs irritants, pourvoyeurs de mélanose colique, pourvoyeurs de troubles qui peuvent au maximum donner la maladie des laxatifs, c'est-à-dire les dérivés du séné, de la phénylphtaleïne et des anthraquinones. Et puis attention, ne pas aller trop vite dans TFI égale maladie anxieuse, maladie psychosomatique, parce que les patients n'acceptent pas cette réponse et que surtout, même si l'anxiété est le premier cofacteur retenu dans les facteurs prédisposant aux troubles fonctionnels intestinaux, il faut éviter les anxiolytiques, les antidépresseurs ou ce genre de thérapeutique. Question suivante, quelle surveillance entreprenez-vous et pour quelles raisons? La surveillance, bien évidemment, comme toujours, ça sera une surveillance clinique. Et comme je vous l'ai dit pour les précédents dossiers, c'est d'abord une surveillance des symptômes, donc l'évolution des troubles. C'est la recherche des complications, donc est-ce qu'il y a des stigmates d'organicité qui apparaissent. Et c'est la surveillance du traitement, de son suivi, des effets secondaires liés au suivi. Bien évidemment, l'évolution des troubles, elle sera ce qu'elle sera. La réponse au traitement, elle sera ce qu'elle sera. Et ne vous attendez pas à avoir des résultats extraordinaires dans les TFI. C'est assez modeste. Et bien évidemment, votre énergie doit être concentrée sur est-ce qu'il y a eu des rectorragies? Est-ce qu'il y a une modification des douleurs? Est-ce qu'il y a une modification du transit? Est-ce qu'il y a des stigmates de gravité haute? Et puis ici, je dirais que le point essentiel, c'est la prophylaxie anticancéreuse. Et donc, cette patiente doit avoir une coloscopie de contrôle, après une première coloscopie. Si cette première coloscopie est normale ou a enlevé simplement des polypes hyperplasiques, la prochaine coloscopie doit avoir lieu 5 ans après. S'il y a une ablation de polypes adénomateux, la coloscopie doit avoir lieu 3 ans après. Et il faut noter que s'il y a une ablation complète de polypes adénomateux, la coloscopie peut être approchée dans les 6 mois à 1 an qui suivent.
Et je n'ai pas marqué ici, mais je pense qu'il faudrait peut-être le noter, qu'il faut faire également un dépistage familial, c'est-à-dire s'interroger sur la fratrie de cette femme pour surveiller cette fratrie et éliminer le risque de polype ou de cancer. Quelle est votre attitude devant la lithiase découverte à l'échographie? Eh oui, parce que la patiente va vous le demander. Eh bien, je vous ai dit, c'est l'abstention thérapeutique. Seules les maladies lithiasiques symptomatiques relèvent d'une cholécystectomie. La patiente va mieux ou non de ses troubles fonctionnels, mais enfin, elle vous est attachée puisqu'elle revient vous consulter de nouveau. Oh, ces patients qui ont des troubles fonctionnels que vous ne guérissez pas sont souvent victimes du nomadisme médical. Mais là, elle revient vous voir à l'occasion d'un épisode de constipation opiniâtre et est apparue à ce moment-là une douleur anale vive, atroce d'après ce que dit la patiente, survenant quelques secondes après la défécation et donc la sortie de la selle pour rétrocéder spontanément en quelques minutes et s'associer à des rectorragies minimes. La proctologie est au programme de l'ECN. Devant un syndrome douloureux déclenché par la selle, avec un intervalle libre, puis une douleur extrêmement violente décrite comme atroce, cette suite est pathognomonique d'une fissure anale commissurale, et j'attendais donc que vous me répondiez qu'il s'agissait d'un tableau fissuraire typique témoignant d'une fissure anale commissurale. Le plus souvent, ces fissures anales sont déclenchées par une défécation de selle trop dure. Alors, qu'est-ce que c'est une fissure anale? Vous avez ici le canal anal. Ce canal anal est une zone de jonction entre la peau et la muqueuse rectale. Il existe cette ligne striée qui correspond à la zone de jonction et dans lesquelles il y a souvent des replis qu'on appelle les papilles. Je vous rappelle que l'anus, c'est un appareil sphinctérien avec un sphincter externe circulaire et un sphincter interne. Je crois que ma langue a fourché, je répète. Un sphincter externe circulaire qui est un muscle dont vous avez la commande complète, et le sphincter interne qui correspond à la fin de la musculature, de la musculeuse colique. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez enfin une muqueuse avec un renflement veineux à l'intérieur et à l'extérieur qui correspondent aux veines hémorroïdaires internes et aux veines hémorroïdaires externes que vous voyez ici. Veines hémorroïdaires internes, veines hémorroïdaires externes. Là, ici, il s'agit d'une fissure. Qu'est-ce que c'est une fissure? Au moment du passage des selles, il va y avoir une déchirure longitudinale, globalement, qui va prendre cet aspect de triangle, souvent avec un récessus muqueux qui va se former à l'extérieur et une sensation un petit peu de boule. Ça, c'est la fissure anale. Attention, la fissure anale n'a strictement rien à voir avec la pathologie fistuleuse. Qu'est-ce que c'est une fistule? C'est une mise en communication de la cavité rectale avec l'extérieur. Et ça donne le plus souvent des abcès du pus. Cette fistule peut être transsphinctérienne ou intersphinctérienne. C'est différent. Enfin, toujours dans les pathologies proctologiques que vous devez connaître, il y a la pathologie hémorroïdaire interne. Ce sont les veines qui grossissent, qui forment une véritable varice, qui entraîne donc le fait que la muqueuse va être un petit peu déformée, et au moment de la défécation, cette muqueuse va sortir, se bloquer dans l'appareil sphinctérien, entraîner un saignement, entraîner des douleurs, entraîner des thromboses. C'est la pathologie hémorroïdaire interne qui correspond finalement à un prolapsus hémorroïdaire interne. Enfin, vous pouvez avoir une veine externe qui se bouche, c'est la thrombose hémorroïdaire externe qui va donner une boule
bleuté ou noirâtre externe, hyperalgique, expliquant la pathologie hémorroïdaire externe. Donc voilà pour un petit rappel des principales pathologies proctologiques qu'il vous faut connaître. Ici, donc, il s'agissait d'une fissure anale. Qu'attendez-vous à retrouver à l'examen clinique? Demandez-vous des examens complémentaires. À l'examen clinique, vous avez un signe clé qui est la contracture sphinctérienne. Ça fait tellement mal que le sphincter se ferme et que le plus souvent, on ne peut pas le vaincre sans anesthésie. Le toucher rectal est impossible. On va pouvoir voir quand même souvent la fissure au pôle postérieur. Le plus souvent, c'est une fissure commissurale postérieure le plus fréquemment, sous forme d'un triangle à sommet interne. L'aspect est jeune, c'est-à-dire recouvert d'un épithélium, ou vieilli, à bord décollé, tapissé en profondeur par le sphincter interne. L'examen au toucher rectal va rechercher une induration fissuraire et l'anuscopie va permettre de rechercher une papille, éventuellement hypertrophiée, éventuellement inflammatoire, éventuellement siège d'un abcès. Le problème principalement, c'est pas tant de voir la fissure, sa localisation, son caractère jeune ou non, le fait qu'il existe une contracture sphinctérienne, qui sont des éléments positifs du diagnostic, mais c'est surtout d'éliminer les diagnostics différentiels. Et je dirais que le mot-clé qui doit apparaître dans votre question, mais ça sera vrai dans toutes les questions concernant la proctologie, c'est palper les aires inguinales à la recherche d'une adénopathie. Adénopathie métastatique d'un cancer de l'anus, de présentation fissuraire, adénopathie infectieuse du chancre syphilitique, le fameux préfet de laine, ou d'une autre ulcération d'origine infectieuse, herpès, MV, chancre d'une autre cause. Une fissure crânienne, qui, elle, n'aura pas de ganglion associé au niveau des aires inguinales, qui s'associera quelquefois à des signes digestifs ou extradigestifs en faveur d'une maladie de Crohn. Je pense que nous aurons l'occasion dans l'avenir d'en rediscuter. Et qui a une présentation un peu différente de la fissure banale. Elle est souvent moins algique, elle est souvent latéralisée et non pas commissurale, et elle a souvent une forme différente, c'est-à-dire plutôt en raquette, c'est-à-dire avec un triangle, mais à bord fin externe. Pas besoin d'examen complémentaire, sauf si vous avez un doute diagnostique. Le doute diagnostique, on l'a vu, c'était le bilan infectieux, TPH-AVDRL, sérologie HIV, bilan bactériologique, bilan du partenaire, et les biopsies pour rechercher une néoplasie, une lésion prénéoplasique ou un granulome de Crohn. Donc, ces examens complémentaires ne sont pas systématiques et rarement systématiques dès la première rencontre, sauf s'il y a un doute vrai, et c'est principalement le bilan infectieux. Donc, je vous ai mis les mots clés importants qui doivent apparaître. Alors ici, vous avez une fissure. Voilà ici une fissure jeune. Donc, on a déplié l'anus et vous avez cette fissure ici qui est bien visible en triangle, comme je vous l'avais dit. Voilà encore la papille, le capuchon muqueux ici et la fissure ici, commissurale postérieure, tout à fait typique d'une fissure anale jeune. Quelle est votre conduite thérapeutique? La conduite thérapeutique, ça fait appel, je dirais, à 4 mots-clés qui sont l'hygiène locale, qui sont la lutte contre la constipation, qui sont les antalgiques et qui sont l'utilisation de cicatrisants locaux. Qu'est-ce que l'on dit aux patients? C'est d'abord d'utiliser du papier doux, de se laver correctement après la selle, à l'eau tiède, avec des savons neutres. Lutter contre la constipation, essentiel, c'est probablement l'élément important parce que si les selles sont dures, la fissure ne cicatrisera pas. Apport de fibres alimentaires, mucilage, laxatif osmotique. Les antalgiques, paracétamol, tramadol, systématiquement à donner en début de traitement. Et les cicatrisants locaux, dérivés de la vitamine A, dérivés de la vitamine B, Avibon, Bépantène. Seul l'échec du traitement médical bien mené, pendant une durée variable qui va de quelques jours à quelques semaines, conduira à discuter un traitement instrumental, injection sous-fissuraire, anesthésie sphinctérienne par xylocaïne. On oublie trop d'effets secondaires, notamment infectieux. Et les traitements chirurgicaux
Traitements chirurgicaux, c'est le plus souvent une sphinctérotomie postérieure avec anoplastie, plus rarement une sphinctérotomie latérale qui consiste simplement à couper le sphincter, lever la contracture sphinctérienne, et ce qui permet une cicatrisation indirecte de la fissure. Voici ici une photo post-opératoire où la fissure a été totalement enlevée et la muqueuse a été descendue, la muqueuse rectale a été descendue et cousue, vous voyez les petits fils autour, et ça permet donc d'obtenir une couverture qui va servir de socle de cicatrisation pour une cicatrisation complète, avec le plus souvent très peu de problèmes, quelquefois des cicatrisations un petit peu aberrantes avec des anus un peu déformés, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Donc ici, nous avons abordé un des thèmes essentiels de la gastro-entérologie, au moins en pratique, qui est la colopathie fonctionnelle, et nous en avons vu plusieurs aspects, plusieurs complications proctologiques, vésiculaires, et surtout cette prise en charge. Rappelez-vous quand même du fait qu'il s'agit d'un diagnostic direct, clinique, positif, avec les critères de Rome, et que seuls certains facteurs de gravité vont vous conduire à proposer des examens complémentaires, et que ces examens complémentaires doivent être choisis pour leur haut niveau de rentabilité et non pas simplement pour faire plaisir aux patients. J'espère que cette conf vous a été profitable. Nous nous reverrons prochainement pour la conf numéro 2, bien évidemment un peu plus difficile. Au revoir.